En matière de numérisation, aucun pays au monde n'est plus avancé que l'Estonie. Pourquoi la transformation a-t-elle si bien fonctionné ici, à la pointe nord-est de l'Union européenne? En quoi ce pays balte, avec ses 1,3 million d'habitants, est-il si différent? Le but de cette initiative, c'est de supprimer chez les filles la peur de la technologie, de la physique, de la chimie et des mathématiques. On nous a suggéré d'inclure les garçons à partir de l'automne. Levez la main si vous voulez que les garçons nous rejoignent. Levez la main si vous ne voulez pas que les garçons se joignent à nous. C'est ma fille. Elle est la raison pour laquelle cet événement a lieu. Et pour laquelle, partout en Estonie, les filles dans les écoles étudient la technologie. Elle est aussi l'une des instructrices, car ici, les enfants plus âgés apprennent aux autres. Pendant 5 ans, Taavi Kotka a été directeur des services d'information du gouvernement estonien. C'est aussi un entrepreneur actif dans le numérique. Cette alliance entre privé et public est typique de l'Estonie. J'aime faire de grandes choses, c'est vrai. C'est pour ça que je suis devenu responsable pour le numérique du gouvernement. Si vous êtes un haut fonctionnaire gouvernemental, l'influence que vous avez sur la société est bien plus grande que celle d'un PDG de, disons, chez Deutsche Telekom ou d'une grande banque ou quelque chose comme ça. Quand je pense à combien j'ai obtenu de l'Union européenne pour l'Estonie et le secteur des technologies de l'information, ou aux changements que nous avons provoqués avec la résidence numérique et d'autres choses comme cela, ce n'était pas un one-man show. C'était toujours un travail d'équipe. Exemple particulièrement réussi de cette transformation digitale, le système de santé estonien. Ici, les hôpitaux, le personnel médical et les laboratoires sont tous connectés les uns aux autres. La possibilité de communiquer au sein du système médical estonien est très utile. L'accès précoce à ces informations nous permet de mieux traiter les patients. L'ambulance en est un bon exemple. Nous avons une e-ambulance, ce qui signifie que l'ambulance n'utilise pas de tableau papier mais un iPad. Si nous connaissons déjà le code d'identification du patient, alors, avant même que l'ambulance n'arrive chez lui, on a accès à ses antécédents médicaux. Nous pouvons voir ses maladies, ses prescriptions, s'il est vacciné. L'hôpital est immédiatement informé de l'arrivée d'un patient et peut s'y préparer à l'avance. La protection des données médicales est un enjeu fondamental si on veut garder le contrôle de sa vie privée. En Estonie, les règles en matière de santé sont très claires. Voici mon carnet de santé. Ici, je peux voir les noms de tous les médecins et infirmières qui ont consulté mes données. Si je vois un nom que je ne reconnais pas, je peux porter plainte et demander pourquoi ils ont consulté mes données. Et s'il n'y a pas d'explication valable, cette personne va en prison. C'est aussi simple que ça. C'est ainsi qu'on obtient la transparence et que l'on comprend qu'on peut avoir confiance dans le fait de confier ces données à d'autres infirmières et médecins. Et ça signifie que la peur de la numérisation, la peur de perdre le contrôle de ces données, cette peur devient injustifiée. Alors pourquoi l'Estonie est-elle si avancée en matière de numérisation? Les raisons sont à la fois historiques et géographiques. À Londres, je m'occupais de plateformes engagées dans le combat pour la démocratie. L'Estonie a souffert quand elle s'est libérée de l'Union soviétique et que nous avons dû reconstruire une nouvelle économie. Nous voulions être différents de l'Union soviétique.
Ce qui nous handicape en Estonie, c'est que nous avons beaucoup de terres. Nous sommes plus grands que la Suisse ou le Danemark, mais nous ne sommes pas nombreux. Nous avons beaucoup de petits villages et de bourgs, où il est très difficile d'offrir certains services de manière efficace, comme les services bancaires et administratifs. Cela créait des problèmes. Nous avons réalisé que nous aurions besoin de pousser les gens à utiliser l'Internet et les outils numériques. Avec Israël, l'Estonie détient aujourd'hui le record mondial de licornes par habitant, c'est-à-dire des startups valorisées à plus d'1 milliard de dollars. e-Estonia est devenu l'emblème de son économie numérique, qui pèse 1/4 du PIB du pays. Nous sommes au centre de présentation e-Estonie. Notre organisation a été créée il y a plus de 10 ans. Notre objectif principal est de partager la réussite de l'Estonie dans la digitalisation. Le centre accueille environ 11 000 personnes chaque année. Au niveau du secteur public, nous rencontrons principalement des ministres et des présidents. Nous aidons les pays à atteindre en matière de numérisation le même niveau que l'Estonie. Le principal objectif de l'Estonie est d'être proactive. Cela signifie que nous voulons offrir des services aux gens avant même qu'ils n'y pensent. Un bon exemple de ce genre de service, ce sont les allocations familiales. Quand un bébé naît à l'hôpital, tout est automatique. Les parents n'ont pas besoin d'aller chercher l'acte de naissance dans un bureau. Après l'enregistrement de la naissance, ils reçoivent automatiquement une notification leur demandant leur compte en banque sur lequel les allocations seront transférées. Tous les services sont en ligne, qu'il s'agisse de soins de santé, d'éducation, de finances, peu importe. L'Estonie ne pourra jamais revenir au papier. C'est impossible. Les systèmes ne fonctionnent plus de cette façon. C'est pourquoi nous avons créé des ambassades de données, localisées en dehors du pays. Si une cyberattaque massive ou quelque chose de ce genre se produit, nous pourrons relancer l'activité depuis l'extérieur de nos frontières. Taavi Kotka parle d'expérience. En 2007, l'Estonie a été le premier pays à subir officiellement une cyberattaque de la Russie voisine. Depuis, l'État balte est aux avant-postes de la défense cyber de l'OTAN. Avec sa vision d'une société totalement numérisée, le gouvernement va même jusqu'à s'affranchir de l'idée de frontières nationales. La résidence électronique, c'est comme une citoyenneté numérique. Vous pouvez créer une entreprise, vous pouvez la faire tourner ou la fermer. Aujourd'hui, nous comptons environ 90 000 e-résidents. Nous avons ainsi réussi à ouvrir notre économie à de nombreuses personnes. Ce n'est que le début. Nous sommes encore en train d'explorer cet univers. L'Estonie montre comment la transition digitale de tout un pays peut réussir. Ici, engagement privé et public se conjuguent l'un à l'autre pour un bénéfice mutuel. Mais il existe d'autres expériences prometteuses sur le continent. Notre démocratie digitale n'a jamais été une démocratie Facebook. Cliquez ici et la démocratie fonctionnera. La ville de Barcelone a lancé un projet radical et porteur d'avenir. Ici, les outils numériques sont conçus pour renforcer la démocratie locale. Notre idée de la démocratie numérique a toujours été un hybride entre des espaces physiques, des quartiers, des régions et une démocratie numérique qui place en son centre les droits des personnes, la vie privée des personnes et surtout la capacité d'exercer un pouvoir sur les décisions publiques. Cela fait longtemps que l'Italienne Francesca Bria défend la participation citoyenne. En charge des systèmes d'information de la mairie de Barcelone, elle a lancé ce programme il y a 6 ans. Un jour, mon téléphone a sonné. À l'autre bout de la ligne, il y avait Ada Colau, qui venait d'être élue maire de Barcelone.
À Londres, je m'occupais de plateformes qui utilisent la technologie pour développer de nouvelles formes de démocratie participative. Elle m'a demandé, voulez-vous venir à Barcelone pour y mettre en œuvre les choses que vous faites là-bas? La question de la technologie est une question politique. J'en suis intimement convaincue. La technologie n'est pas le problème. Les questions sont d'abord sociales, elles sont économiques, politiques et aussi écologiques. La plus grande expérience que nous ayons faite portait sur la participation démocratique. Nous avons créé une plateforme appelée Decidim Barcelona. Decidim est une plateforme numérique destinée à faciliter l'engagement des citoyens. Elle est conçue pour qu'ils puissent participer numériquement, mais aussi être informés sur tous les événements sur place. Au cours des 4 dernières années, toutes sortes de processus de participation ont été créés. Plans de mobilité, plans urbanistiques, conception d'espaces publics. Cette première expérience nous a permis de décider des priorités de Barcelone à partir des besoins réels des habitants. Le logement comme droit fondamental pour tous, le développement d'un nouveau modèle d'urbanisme appelé Superia. Si les Superia ont pu voir le jour, c'est grâce aux citoyennes et citoyens engagés dans Decidim. Ce sont eux qui ont élaboré le nouveau plan de mobilité de la ville. Ils ont sélectionné 120 croisements, à partir desquels rues et carrefours ont été fermés à la circulation, arborés et rendus aux riverains. « 40 000 personnes ont participé à la planification stratégique de l'ensemble de la ville au cours des 4 dernières années. Environ 70% des propositions des citoyens ont été approuvées et ces propositions vont continuer d'évoluer et de faire l'objet d'un suivi. On peut donc dire que Decidim a une grande influence sur les politiques de la ville. Après que nous ayons créé Decidim ici à Barcelone, il a été immédiatement utilisé à Helsinki, en Islande, à Madrid, à Turin, à Milan, à Rome. Il y a maintenant plus de 80 villes qui utilisent le Decidim de Barcelone, de nombreux pays à travers le monde. C'est presque devenu une plateforme européenne de démocratie participative. Il y a cette expérience en cours à Barcelone. Je pense qu'elle a été bien menée, mais ce n'est pas suffisant. Nous devons la transformer en un modèle pour une Europe qui ne renonce pas à être une alternative aux géants technologiques de la Silicon Valley et à leur autoritarisme numérique qui envahit nos vies et qui ne laisse aucune place à la démocratie, à l'engagement et aux libertés fondamentales. Merci.